C'est une affaire qui bouleverse, qui choque et qui interroge. L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles de l'Hérault, mis en examen pour viol et agression sexuelle sur 9 enfants de 3 à 4 ans, a fait appel de son placement en détention provisoire. Les actes auraient été commis par cette femme de 59 ans entre octobre 2024 et juillet 2025 dans l'école maternelle Les Aresquiers à Vic-la-Gardiole dans l'est de l'Hérault. L'information judiciaire a été ouverte dès le 29 juillet par le tribunal judiciaire de Montpellier. Les premières plaintes des familles ont été déposées début juillet, ce qui a conduit à la suspension immédiate de l'agent territorial concerné. Ce geste d'appel de la mise en cause marque une nouvelle étape dans la procédure judiciaire qui se poursuit désormais avec une attention accrue sur la protection des victimes et la recherche de vérité. Une affaire qui soulève aussi de nombreuses questions sur le rôle et les limites de la justice dans ce type de dossier. Pour en parler, on accueille maître Julia Courvoisier, avocate pénaliste au barreau de Paris. Bonjour maître. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Pour commencer, expliquez-nous ce que ça signifie concrètement faire appel d'un placement en détention provisoire. Alors en fait, lorsque vous êtes mis en examen dans le cadre d'une instruction judiciaire, donc soit pour des faits criminels, ce qui est en partie visiblement le cas dans ce dossier, soit pour des faits correctionnels d'une importance assez grave, vous êtes présenté à un juge des libertés de la détention qui décide de vous mettre en prison temporairement, le temps qu'une enquête se mène, que l'instruction se mène. Et comme toute décision de justice, fort heureusement, vous avez la possibilité d'interjeter appel devant la cour d'appel, devant la chambre de l'instruction. Et donc la chambre d'instruction, composée de 3 magistrats, va reprendre le dossier et voir si effectivement, dans ce dossier-là, les critères de l'article 144 du Code de procédure pénale, qui sont des critères qui permettent de placer une personne en détention provisoire, c'est-à-dire en prison le temps que l'enquête se mène, sont remplis. Et donc, si cette femme qui reste présumée innocente doit rester ou pas en prison. Dans ce genre de dossier, est-ce que c'est fréquent que la défense tente d'obtenir une remise en liberté aussitôt dans la procédure ? Alors, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de statistiques, mais c'est un droit de la défense qui est ouvert à tous et fort heureusement, comme des condamnations en première instance devant le tribunal correctionnel ou une cour d'assises, on peut heureusement faire appel parce que soit on estime que les critères ne sont pas remplis, l'article 144, soit parce qu'on estime qu'on est innocent et qu'on ne devrait pas de toute façon ni être mis en cause ni être placé en détention provisoire. Donc oui, ça arrive souvent à ce stade et puis dans tout le moment de l'instruction, après on peut faire des demandes de remise en liberté, de placement sous contrôle judiciaire. Donc c'est relativement courant. Qu'est-ce qui pèse le plus dans la décision du juge ? Le côté dangereux de l'individu, la gravité des faits, le risque de récidive, la protection des victimes ? Alors, l'article 144 a un certain nombre de critères. C'est empêcher la réitération, protéger effectivement les victimes, empêcher une concertation, parfois protéger la personne effectivement qui est mise en examen. Et en matière criminelle, il y a un critère supplémentaire qui est celui de la protection entre guillemets de l'ordre public quand il y a un retentissement médiatique important. Si je ne m'abuse, cette femme est mise en examen pour des faits correctionnels d'agression sexuelle, mais aussi pour des faits criminels de viol, ce qui est très différent et donc ce qui permet potentiellement de ressortir ce critère de protection de l'ordre public. Aujourd'hui, comment la justice française protège les enfants victimes dans des affaires aussi sensibles ? Qu'est-ce qui est mis en place concrètement ? Alors, la justice, déjà, elle arrive qu'après potentiellement la commission soit d'un délit, soit d'un crime. La justice française, elle peut écarter la personne, elle peut la placer en détention provisoire, elle peut, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, c'est-à-dire si la justice ne décide pas d'un placement en prison le temps d'une enquête et avant le procès, de soumettre la personne mise en examen à un certain nombre de conditions, de l'empêcher d'exercer son métier, de l'empêcher d'être au contact de mineurs, de l'empêcher de vivre dans le quartier dans lequel elle vivait auparavant, etc., etc. Les enfants de cet âge sont entendus par la police et la justice. Comment éviter que ces auditions soient vécues comme un nouveau traumatisme et comment on recueille le témoignage de ces enfants qui ont vécu l'horreur ? Alors, c'est toujours très délicat et c'est important aussi de comprendre aujourd'hui que cette femme, elle est mise en cause par des enfants qui sont très jeunes et donc elle est présumée innocente, très certainement qu'elle se dit innocente. Donc, il faut aussi comprendre qu'à l'heure actuelle, et je reviens rapidement là-dessus, cet appel de détention provisoire peut se comprendre parfaitement. La parole d'enfant de cet âge-là est toujours très compliquée à recueillir parce que effectivement, les mots ne sont pas les mêmes, le vécu n'est pas forcément le même. Et puis, on a aussi des enfants, ça s'est vu dans certains dossiers, qui peuvent mettre en cause une personne alors que c'est une autre qui aurait commis des abus sur ces enfants-là. Donc, en général, il y a des psychologues, ce sont des policiers qui sont formés, heureusement, pour recueillir leurs paroles. Et puis, l'enquête, l'instruction qui se mène va être déterminante. Il y aura très certainement pour des viols des expertises médicales. Il y aura tout un certain nombre de choses qui vont être faites pour venir soit confirmer la parole de ces enfants, soit l'infirmer, soit la tempérer. Et c'est le rôle de l'instruction. Et c'est la raison pour laquelle, tout au long de cette enquête, la mise en examen reste
présumée innocente. C'est-à-dire que pour l'heure, on ne peut ni la considérer comme coupable, ni la présenter comme coupable. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment préserver la présomption d'innocence quand l'affaire est aussi médiatisée ? C'est compliqué. Je crois qu'aujourd'hui, la présomption d'innocence, elle est vraiment en danger par l'ultra-médiatisation de ces affaires-là. Et puis parce qu'il y a un manque très certain de connaissances sur ce qu'est la présomption d'innocence. On peut tout à fait défendre une personne dont on sait qu'elle va être déclarée coupable, mais qui reste présumée innocente. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la presse est très bien renseignée et c'est aussi bien que ces affaires sortent parce que ça permet aussi des réflexions de société. Il va falloir trouver le juste équilibre et je crois que pour l'instant, on n'arrive pas à le trouver parce que quand je vois effectivement l'émoi que, ne serait-ce que cette demande en appel de ne pas être placé en détention provisoire suscite, alors que c'est une enquête qui est ouverte il n'y a pas si longtemps que ça, je crois effectivement que la présomption d'innocence reste en danger. Et quid de la question de la surveillance et du recrutement dans les écoles maternelles ? Je suppose que c'est un angle qu'il faut creuser. Est-ce qu'il y a un système qui répertorie les délinquants sexuels au contact de mineurs comme dans d'autres pays ? Alors, il me semble que quand vous intégrez, mais à vérifier, l'éducation nationale, on ne vous demande pas votre casier judiciaire. Il faudrait voir. Vous avez aujourd'hui, dans des condamnations pour des agressions effectivement sur des mineurs, l'interdiction d'exercer, l'interdiction d'être au contact. Il y a très certainement des failles. Je ne connais pas le passé judiciaire de cette femme-là, mais de toute façon, on peut toujours creuser et demander des éléments précis lorsque vous recrutez ce genre de personnes. Il est évident que, si je peux me permettre de façon un peu triviale de dire que les pédophiles vont pas aller travailler en maison de retraite. Bien sûr. Ces affaires provoquent évidemment une vague d'indignation et de colère dans l'opinion publique, aussi on l'a vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça peut influencer la justice ? Alors, c'est une question qu'on pose souvent aux avocats. Je pense qu'il faudrait la poser à des juges. Je me plais à croire que les juges ont une formation suffisamment de qualité, suffisamment sérieuse, c'est une formation d'excellence, pour savoir résister à l'opinion publique. C'est parfois difficile de faire en sorte que l'opinion publique ne rentre pas dans les tribunaux, ne rentre pas dans ces procès. Je crois savoir que dans ce dossier, en tout cas, l'avocat de la défense ne parle pas à la presse. Il y a en réalité très peu d'informations qui sortent. Peut-être qu'elle souhaite au maximum protéger les intérêts de sa cliente de l'opinion publique et effectivement d'un potentiel impact sur les magistrats. Mais je crois que d'une manière générale, il faut pas penser que les magistrats sont influencés ou rendent des décisions parce que l'opinion publique. Mais vous, votre avis à vous, la médiatisation, est-ce que ça aide à faire éclater la vérité ou est-ce que ça complique tout ? Le problème de la médiatisation, si vous voulez, c'est qu'on sort et on donne des informations à la presse que des informations qui nous arrangent. Les journalistes n'ont pas forcément l'intégralité d'un dossier et effectivement, quand on est avocat soit de la défense, soit des parties civiles, on va donner à la presse ce qui nous importe d'être rendu public. Là encore, c'est une question d'équilibre. Ces affaires-là permettent de faire éclater des débats de société, c'est très important et on l'a vu dans l'histoire de notre pays. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier que ce sont des dossiers qui sont individuels, qu'il y a plein de choses que l'on ne connaît pas et donc forcément, il y a un déséquilibre et je ne suis pas persuadée dans ces cas-là que les débats médiatiques soient réellement objectifs. Mais d'abord, on poursuit avec cette affaire dramatique d'agression sexuelle commise contre 9 enfants dans une école maternelle de l'Hérault. L'agent territorial spécialisé mis en cause a fait appel de son placement en détention provisoire. Maître Julia Courvoisier, que risque concrètement la mise en cause si les faits étaient confirmés par la justice ? Elle avait l'autorité sur les enfants, j'imagine que ça aggrave la peine. Oui, bien sûr. Alors, en matière de viol sur mineur, la peine encourue, c'est une peine criminelle qui est de 20 ans de réclusion criminelle. En matière d'agression sexuelle sur mineur par personne ayant autorité, c'est 7 ans. Il faut bien faire la différence. Une agression sexuelle, c'est une atteinte sexuelle, mais il n'y a pas de pénétration. C'est ça qui la différencie du viol. Le viol, il y a nécessairement pénétration. Et c'est pour ça que c'est un crime qui est jugé et qui risque des peines beaucoup plus lourdes. Est-ce que les délais d'instruction dans ce type d'affaires sont adaptés à la gravité des accusations ? Alors, là encore, les délais d'instruction sont toujours trop longs en France. On est sur des instructions qui durent, on nous annonce parfois 18 mois, 2 ans, 3 ans. Ça dépend aussi si la personne est placée en détention provisoire. Lorsqu'une personne est placée en détention provisoire, une instruction ne peut pas durer plus d'un certain nombre de temps et ça dépend du crime qui sur lequel une enquête se mène. Une personne qui est sous contrôle judiciaire, moi j'ai des instructions, ça fait 8, 9, 10 ans que ça dure. C'est pas pour les mêmes faits, je suis d'accord. Mais c'est toujours trop long à l'heure actuelle. De toute façon, les délais de justice, on aimerait que ça soit beaucoup plus rapide parce qu'il y a d'abord les intérêts de la personne mise en examen qui reste présumée innocente et puis il y a aussi les intérêts des plaignants qui doivent pouvoir avoir une décision de justice et puis ensuite, entre guillemets, passer à autre chose pour se reconstruire assez rapidement. On ne peut pas attendre 7, 8, 9 ans, 10 ans une décision de justice et quand on est mis en cause et quand on est partie civile plaignant.
Oui, est-ce qu'on peut parler d'un éventuel risque de prescription dans ce genre de dossier ? Alors non, puisque si je ne m'abuse, les faits seraient de fin 2024 jusqu'à début 2025. Il y a un premier acte d'instruction qui a été fait. Tant qu'il y a des actes d'instruction qui sont faits, il n'y a pas de risque de prescription pour l'instant. Donc voilà, on n'y est pas. Ça, c'est arrivé dans certains dossiers très rares, mais là, en l'occurrence, pour l'instant, de ce que je vois, il ne peut pas y en avoir. Est-ce que les procédures de recrutement dans l'éducation nationale sont suffisantes pour détecter les profils à risque ? Comment mieux former les enseignants et les agents scolaires à repérer les signaux d'alerte ? Ça, honnêtement, je pense qu'il faudrait poser la question à des personnels de l'éducation nationale et pourquoi pas à des policiers. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, les agressions sexuelles et les viols sur mineurs sont un vrai sujet de société. Il faudrait peut-être former d'une manière générale les enseignants, les policiers, mais aussi les parents, savoir détecter, savoir recueillir la parole, savoir quoi faire. Ça, c'est des choses au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'éducation des parents, au niveau de la justice, au niveau de la protection judiciaire de la jeunesse. Enfin, c'est un travail monstre qui met en cause un certain nombre d'intervenants multitâches entre guillemets, et je pense que de toute façon il y a toujours des choses à faire quand on sait que ça continue. C'est qu'en fait ce que l'on fait à l'heure actuelle soit n'est pas bon, soit n'est pas suffisant. Est-ce qu'il faut renforcer les peines pour les crimes sexuels sur mineurs ou plutôt améliorer la prévention ? Alors, les peines sont déjà très lourdes en France. D'abord, il y a effectivement la prévention. Ça, c'est quelque chose qui est très important. La justice, elle arrive qu'en bout de chaîne. Donc, il faut renforcer la prévention, renforcer la formation, et puis ensuite, lorsqu'on a des condamnations, soigner, accompagner, réinsérer et sanctionner. Il n'y a pas de sujet. Les personnes qui sont coupables de ces infractions, qui sont des infractions parmi les plus graves, les crimes sur mineurs, c'est un crime, c'est puni des peines les plus graves prévues par le code pénal. Là encore, c'est un certain nombre de choses, c'est de la pluridiscipline. Je suis pas persuadée que rallonger les peines, les risques de peine soient évidents. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez une passe à l'acte, elle ne pense pas qu'elle risque 10, 15 ou 20 ans, en fait. Surtout dans ces cas-là où souvent c'est de la pulsion. Donc vous avez, même dans d'autres infractions, vous avez aucun mis en examen, aucun coupable, entre guillemets, qui va dire « Ah non, là je vais pas le faire parce que ça coûte 20 ans ». Quand vous êtes sur le point de passer à l'acte, vous passez à l'acte, peu importe ce que vous risquez. Quels pays font mieux que la France sur la prévention des abus sur mineurs ? Alors là, très sincèrement, je ne peux pas vous le dire parce que je n'en sais rien, mais je sais qu'on est un petit peu des articles que j'ai vu sortir ces derniers mois, parce que c'est un vrai sujet de société, je crois qu'on est quand même un petit peu à la masse et qu'il y a donc forcément des choses à faire. On entend souvent la justice est trop lente ou elle ne protège pas assez les victimes. Est-ce que ce sont des critiques trop simplistes, justifiées ? Oui, parce que d'abord, le rôle de la justice, c'est pas d'abord de protéger les victimes. Le rôle de la justice, c'est de sanctionner les responsables d'infraction. Voilà. Et ensuite, de réparer les victimes. Aujourd'hui, est-ce que les victimes sont bien réparées dans leur globalité ? Je n'en sais rien. Moi, j'ai des procès où les parties civiles sont satisfaites des condamnations, d'autres où elles le sont moins. Et dans ces cas-là, il y a parfois des possibilités de contester. On sait aujourd'hui qu'il y a quand même un certain nombre de personnes, que ce soit du côté de la défense ou du côté des parties civiles, qui sont quand même insatisfaites des délais de justice. Beaucoup d'avocats, dont je fais partie d'ailleurs, pensent que les délais de la justice sont un vrai fléau aujourd'hui pour sanctionner et protéger effectivement et réparer. On ne vous entend plus. Ah si, vous êtes là, maître Courvoisier ? Oui, on ne vous entendait plus. Oui. Je disais aujourd'hui, les délais de justice de toute façon sont un fléau et pour réparer les parties civiles et pour sanctionner la personne qui est mise en examen et qui est suspecte. Donc, mais le rôle de la justice primordial, c'est d'abord de poursuivre et de sanctionner et de condamner les responsables de l'infraction. C'est ça le rôle de la justice. Et est-ce que vous voyez des signes d'évolution dans la façon dont la justice traite ces affaires ? Évolution positive, oui. J'entends bien sûr. Oui, parce que je crois que d'abord, un certain nombre de policiers qui recueillent la parole, qui prennent les plaintes, qui enquêtent, et aussi au niveau des procureurs, sont plus formés, sont plus sensibilisés, parce qu'il y a quelques années, on parlait pas de tout ça, c'était des choses qui étaient cachées, ça allait encore beaucoup, mais je dirais peut-être un petit peu moins. Donc on a aujourd'hui des formations, on a des sensibilisations, on l'a aussi au niveau des avocats, parce que nous, au niveau de l'ordre des avocats, on fait des sensibilisations, des formations, pour savoir comment défendre un mineur de 4 ou 5 ans qui va accuser quelqu'un, qui va porter une parole qui doit être recueillie, qui doit être confirmée, qui doit être entendue. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même un sursaut et une prise de conscience. Je pense que ça n'est pas assez parce que ça continue. La question c'est, est-ce qu'on pourra tout éradiquer ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que en cette matière-là, on peut toujours faire mieux. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux qui ont un effet amplificateur sur la recherche de vérité. Est-ce qu'il faudrait encadrer davantage la communication autour des affaires en cours ? C'est-à-dire que
Oui, parce que vous avez la liberté de la presse et la presse est la chienne de garde de la démocratie. Donc c'est important que la presse puisse être libre et sorte des affaires qu'elle estime utile de sortir. Vous avez la présomption d'innocence, vous avez le secret de l'instruction auquel les avocats aussi sont aussi tenus. Vous avez des parquets qui communiquent de plus en plus et c'est un vrai sujet au niveau des parquets nationaux pour avoir pu discuter et faire des formations de communication auprès de certains parquetiers. C'est une vraie question. La communication, qu'est-ce qu'on communique, quand on communique, est-ce qu'on doit ou pas communiquer. Je crois qu'il s'agit avant tout d'une responsabilité individuelle. Voilà, et de la façon dont on peut et présenter l'information et donner de l'information. Et par exemple, quand on est avocat, se poser la question de savoir est-ce que je dois y parler et si je parle, est-ce que c'est dans l'intérêt exclusif de mon client. Ça, c'est la déontologie qui nous l'impose. Est-ce qu'il faut réformer et ça voudrait dire sanctionner. Est-ce qu'on peut sanctionner des journalistes parce qu'ils sortent une info? Je ne crois pas. Selon vous, quelle mesure est atteinte à la démocratie? Selon vous, Maître Courvoisier, quelle mesure est prioritaire pour éviter que de tels drames se reproduisent? Et est-ce que c'est réaliste à court terme? Il y a tellement de choses à faire. Je ne sais pas d'abord si on pourra. D'abord, il faut être réaliste. Je crois qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais empêcher. On peut faire de la prévention, on peut poursuivre, on peut empêcher, on peut condamner, on peut incarcérer des dizaines et des dizaines d'années. Il y a des choses qu'on n'empêchera jamais. Donc déjà, je crois qu'il faut être réaliste. Si c'était possible de le faire, je pense que tous les pays au monde auraient trouvé des solutions pour faire en sorte qu'il n'y ait plus un agresseur sexuel sur mineur sur cette planète. Donc, je crois que là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pluridisciplinaire et puis de faire en sorte au maximum qu'on protège les enfants, qu'on condamne bien et que les condamnés, on ne les revoit plus. On rappelle bien sûr que l'enquête suit son cours et que la mise en cause bénéficie évidemment de la présomption d'innocence. Merci Maître Julia Courvoisier d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Merci à vous. Il est 12h.